Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Claudia Javot. Claudia, bonjour. Bonjour à tous. Je devrais dire Claudia Esther Javot, qui est ton deuxième nom. Exactement. Et nous allons parler aujourd'hui de toi, mais de quelque chose de très spécial. Là, c'est spirituel, on n'a pas l'habitude de parler. C'est de l'âme, et je vais donner un titre à cette émission, c'est le voyage de l'âme, le voyage des âmes. Alors, juste pour parler un peu de toi, tu es énergéticienne, Oui. également médium, et tu es capable de voir des choses extrasensorielles, d'ouvrir des capacités extrasensorielles, et je vais juste t'inviter à te présenter, qui tu es, quel est ton parcours de vie, et de ce dont on va parler ici dans cette émission. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas médium dès la naissance et que pour moi, c'est arrivé très tard puisque j'étais hôtesse de l'air pendant plus de 30 ans, presque 31 ans, sur long courrier. Air France, on rappelle. Air France, oui. On va le dire quand même. Et donc, j'ai vraiment vécu ma vie d'hôtesse, de maman, de mère de famille de 3 enfants. Et un jour, sur le tard, vers 45 ans, j'ai commencé à entendre des choses, des bruits subtils, des meubles qui bougeaient, donc pas si subtils que ça, à me poser vraiment beaucoup de questions parce que je pensais que j'étais folle, on va dire les choses comme elles sont. Et là, j'ai découvert, avec des lectures, des rencontres, que c'était de la médiumnité. Alors la médiumnité, je ne suis pas Madame Irma, je ne savais pas ce que c'était la médiumnité. Et donc, j'ai appris que c'était se connecter au monde subtil. Alors, c'est quoi le monde subtil, le monde de l'invisible, en fait? Le monde de l'invisible, ça va être les défunts, ça va être les esprits de la nature, ça va être l'âme, évidemment, les corps énergétiques, les chakras, puisque j'ai découvert que nous avions ce corps physique, avec notre cœur, notre cerveau, nos membres, et nous avions par-dessus les corps énergétiques, avec les chakras, avec des axes et l'âme. Et en faisant des soins, puisque j'ai fini par faire des soins, une fois que j'ai compris que je faisais de la médiumnité et non pas de la voyance, je me suis dit à quoi ça sert ? Eh bien, je vais faire des soins, je vais aider les gens. Et je me suis aperçue que l'âme était au corps invisible, au corps énergétique, ce que le cœur est au corps physique. Et que, avec la vie, avec les douleurs, avec les épreuves, tous ces bobos de l'âme finissaient par se répercuter sur le corps physique. Bien entendu, et c'est vrai qu'on parle de cette âme et donc des émotions que l'on a, qu'elle nous procure, parce qu'elle va ressentir des choses. Alors, j'aimerais, dans cette émission, c'est assez particulier, ce que je fais rarement, c'est un peu faire un comparatif avec, d'une part, personnellement, ma culture, c'est-à-dire une culture juive, une culture de Torah, pour mêler un peu les deux, pas opinions, mais ce que toi tu dis, et puis voir un peu du côté de la Torah, ce que la Torah en dit, dans ma spiritualité, et donc ça n'engage que moi, ici, pour pouvoir voir un peu ce que l'on en dit, et ce que toi tu en dis aussi. Donc tu as parlé de l'âme, alors, et on va parler aussi du voyage de l'âme, et de ce qui se passe avant la vie, après la vie, tant dans ton expérience à toi, dans tes connaissances à toi, et tant dans les miennes. Dans l'optique de la Torah, l'âme est celle qui, évidemment, donne la vie au corps. En fait, l'âme, c'est l'électricité du corps, c'est l'énergie du corps. Puisque dès que l'âme va quitter le corps, ben le corps se retrouve sans énergie, sans vie. Il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qui permet au cœur de battre et d'avoir ce qu'on fait quand on fait un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme dans le cerveau? C'est que l'âme donne cette électricité, cette énergie. Et quand on est mal dans son âme, on a un mal-être, eh bien cette énergie, elle est totalement diminuée parce que l'âme est dans ce mal-être-là. Et c'est pour ça que la personne éprouve ces malaises dans son corps. Voilà un peu l'optique thoraïque, si tu veux, pour étayer ce que tu dis. D'accord.
Alors déjà, il faut savoir que l'âme pèse 21 grammes. Il y a des études qui ont été faites et on a pesé la personne avant son décès, après le décès, et on s'est aperçu que l'âme pesait 21 grammes. Alors c'est scientifique ce que tu dis, parce que Oui, ça a été tout à fait fait. sur des milliers et des milliers de corps, où on Exactement. a pris juste avant le décès et juste après le décès sur des balances extraordinaires. Exactement. Et l'âme, à la base, se met au cœur, sur le cœur en fait, sur votre cœur physique et au centre de votre poitrine. Et souvent, ça c'est récurrent, je le vois en soins, l'âme se met sur votre gauche. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec votre âme sur votre côté gauche et vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes. En fait, vous êtes plus spectateur de votre vie qu'acteur de votre vie, parce que votre âme n'est pas en place. Donc déjà, il y a ça. On le voit, on le touche. L'âme, on peut la toucher. En soins ou en stage, on arrive à la palper. Ça fait comme un ballon, un peu un ballon de baudruche. C'est comme ça. Et cette âme, tout au long de votre vie, va peut-être se morceler. Vous allez perdre des morceaux de votre âme. Alors, un exemple, vous avez déménagé, vous adoriez l'endroit où vous viviez enfant, et une fois adulte, vous avez besoin de retourner sur cet endroit, à cet endroit, vous recueillir, parce que vous avez laissé un morceau de votre âme. Ou parfois, surtout chez les femmes battues, on peut le constater, on se dit « Ah mais pourquoi elle ne le quitte pas ?» Ce n'est pas le conjoint qu'elle n'arrive pas à quitter, ce sont les morceaux d'âme que le conjoint a volés. Parce que on perd des morceaux d'âme avec des chocs physiques, psychologiques, mais il peut y avoir également des vols d'âme. Des conjoints, des frères et sœurs, des parents qui ne le font pas exprès. On ne fait pas exprès de vous voler des morceaux d'âme. Mais on se retrouve ensuite à l'âge adulte avec des traumatismes, avec des failles, avec un manque de confiance en soi, avec des peurs, avec de la colère. Et tout ça, ça vous crée des failles et qui font qu'ensuite, à l'âge adulte, c'est très compliqué d'avancer dans sa vie. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, aussi, on va en parler encore dans cette émission, mais je vais juste mettre mon petit grain de sel. C'est que dans la Kabbale, et les plus grands kabbalistes, dont un, c'est le Rav Isaac Luria, le Harizal, qui a aussi parlé de partie d'âme. Quand il y a une résurrection, c'est-à-dire on revient dans cette vie, ce n'est pas l'âme entière qui revient, mais c'est la partie de cette âme-là qui revient pour faire la réparation qu'elle doit faire, ou pour la mission qu'elle doit faire. Ce n'est pas toute l'âme entière. Et donc ça rejoint ce que tu dis, dans le sens où il y a des parties d'âme que l'on peut laisser. D'ailleurs, il y a des expressions comme ça en français, il y a laissé son âme ou il y a laissé sa peau, mais ça c'est pour la totale. Mais en tout cas, on y laisse une partie de soi lorsque on a des traumatismes ou des événements qui sont positifs aussi. Tout à fait. Alors, il peut y avoir déjà à la base cette idée de réincarnation, c'est-à-dire que je reviens sur Terre pour expérimenter quelque chose. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire dans ces autres vies ? Eh bien, tiens, je me dis, je vais choisir dans cette vie d'expérimenter l'autonomie. Et donc, je vais choisir mes partenaires, mes amis, etc. Donc, on va revenir, on va commencer, on retourne à l'école. Évidemment, on nous enlève toutes les mémoires pour nous laisser le libre arbitre, le choix. Cette fois, qu'est-ce que tu vas choisir ? Tu vas choisir la délinquance ou tu vas choisir le droit chemin ? Vas-y, choisis. C'est pour ça qu'on nous efface toutes les mémoires. Et à ce moment-là, on va également avancer sur son chemin de vie, mais on va récupérer nos morceaux d'âme pour être pacifiés, pour pouvoir être à un moment en paix et en pleine unité. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et des fois, on revient dans cette vie-là, donc dans le judaïsme à nouveau, on revient dans cette vie-là pour réparer quelque chose que l'on a échoué dans la vie antérieure. Et ça peut n'être qu'une seule partie de ce qu'on a échoué, qui expliquerait pourquoi il y a des enfants qui meurent, parce qu'ils viennent qu'en fait pour
6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, malheureusement, pour juste réparer cette partie de leur vie antérieure qu'ils n'ont pas su accomplir et qu'ils n'ont pas fait. Et puis, vraiment, ça demande un calcul, évidemment, qui est un calcul divin de pourquoi l'un, pourquoi les parents, pourquoi celui-là. Mais finalement, au total, on est comme au milieu d'un film. Et on arrive au milieu de ce film et on ne connaît pas l'histoire du début. Donc, quand on voit quelqu'un qui tue quelqu'un dans un film, on se dit, tiens, mais c'est peut-être c'est le méchant qui a tué le bon, mais en fait, c'est le policier qui a tué le méchant, mais on n'était pas là au début du film. Et notre vie, c'est exactement ça. On n'est pas là au début du film, on est en plein milieu. Et donc, on arrive à vivre des événements. On peut expliquer donc ces événements de cette manière-là. Oui, exactement. Alors, ce qui est intéressant pour bien avancer dans sa vie et ne pas répéter les choses, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si quelqu'un a perdu un morceau d'âme dans une vie antérieure, sous les coups d'un mari violent, eh bien, dans cette vie, elle va tomber que sur des hommes mariés. La personne n'arrivera pas à tomber, si on peut dire ça comme ça, sur un homme libre. Parce que pour elle, dans une vie antérieure, être avec un homme veut dire mourir, puisque ça s'est mal passé. En fait, la situation va être bloquée. Tant que la personne n'aura pas récupéré son morceau d'âme, la vie va se dérouler comme un disque rayé. Ça sera toujours les mêmes situations. Donc, il va falloir partir dans une vie antérieure et récupérer le morceau d'âme pour ensuite aller de l'avant et rencontrer un homme libre enfin. Lui faire comprendre que ça y est, c'est fini, elle a compris. Elle a compris la leçon. Le morceau d'âme est récupéré et on va de l'avant. Ça, on le fait en soins ou on peut le faire en stage pour apprendre à récupérer ces morceaux d'âme. Mais c'est comme une enquête. On va mener l'enquête. On va aller chercher dans quelle vie, évidemment, parce que ça peut être il n'y a pas très longtemps, mais ça peut être au Moyen-Âge. On va chercher quel endroit dans le monde, avec une map monde, on cherche. Et là, les images vont revenir à nous. C'est ça qui est assez incroyable. Il n'y a pas besoin d'être médium pour se dire « Ah mais non, mais je ne peux pas le faire ». C'est que quand les personnes vont se retrouver face à l'histoire, elles vont visualiser les morceaux d'âme et elles vont les récupérer elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant parce que le Talmud en parle. Alors, tu parles donc de femme qui va du cas de cette femme-là. Le Talmud parle d'objets volés ou d'argent volé qui aurait été volé dans cette vie et qui n'a pas été rendu à son propriétaire. Et donc, la personne va revenir dans une réincarnation pour rendre aux héritiers ou à cette personne qui reviendra sous forme d'une réincarnation dans son passé aussi, pour lui rendre cette somme ou cette chose ou cette femme ou ce mari qui a été volé pour faire cette réparation-là. Et il y en a beaucoup donc qui, sans qu'on comprenne, qui vont recevoir cette partie-là, cet argent volé ou cet objet-là de quelqu'un de qui ils ne vont pas comprendre très bien, mais comment ça se fait que ça leur arrive à eux. Et finalement, c'est parce que c'est une réincarnation qui est là et qui fait sa réparation. Donc ça revient exactement à ça. Oui, exactement. Alors pour les gens qui ne croient pas à la réincarnation, si ça peut vous rassurer, moi non plus, je n'y croyais pas du tout. Et puis, j'ai lu des livres et j'ai lu un livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelait « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre » de Stéphane Alix, où c'est un journaliste et il part en méditation. Et là, il va se revoir en soldat de la Seconde Guerre mondiale et il se dit « c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça me vient comme ça dans ma tête ?» Et il avait tous les détails. Il voyait la scène de son décès, il a vu où il habitait. Et comme il était journaliste, il a mené l'enquête. Et il a tout retrouvé. Et c'est vraiment ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et lorsque j'ai commencé à faire les soins, j'avais des flashs. Quand je me mettais sur, par exemple, le chakra du cœur, parce que c'est souvent au niveau du cœur qu'on retrouve les failles, les problèmes de morceaux d'âme envolés ou cassés ou volés. Et là, j'avais des flashs. Et comme je ne suis pas très bonne en histoire,
Je ne comprenais pas ces scènes parce que je ne les avais jamais étudiées, jamais vues. Lorsque vous vous retrouvez au Moyen-Âge, lorsque vous vous retrouvez au milieu d'Amazon, lorsque vous vous retrouvez en Asie, vous ne comprenez pas. Et c'est là que j'ai compris, parce qu'il y avait toujours un lien de cause à effet avec la personne, que c'était des vies antérieures. C'est à force de les voir que j'ai compris que ça existait. C'est ça, il y a donc beaucoup de témoignages qui sont rapportés, mais quand je dis beaucoup, ce sont des milliers de témoignages qui ont été écrits, qui ont été documentés par beaucoup d'instituts de recherche aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays. Et je veux juste rapporter une petite anecdote d'un des témoignages d'un enfant en Inde qui va naître dans une famille. Et puis, quand il va savoir parler, je ne sais plus si c'est vers l'âge de 5-6 ans, il va déclarer qu'il a été assassiné. C'était tel et tel homme d'affaires qui a été assassiné 5 ans plus tôt. En fait, donc c'était très, très récent et on n'avait jamais retrouvé son assassin. Et il donne tous les détails, à ce point, donc c'était en 1983, c'est très proche, à ce point qu'il dit « j'ai été tué par balle, une balle dans la tête ». Et ils ont fait une radio de l'enfant et il y avait la trace de la balle, alors que lui, il était enfant, dans son crâne. Et puis, la police a mené son enquête, et puisqu'il a dit qui il avait accusé, il a amené les preuves. Et finalement, cette personne a été arrêtée et condamnée, puisqu'il a donné tous les détails. Et c'est assez extraordinaire. Donc, ça a été rapporté dans les journaux et c'est scientifiquement pris et rapporté dans différents livres et nouvelles. Donc, ça, c'est juste pour illustrer une petite anecdote. Une autre anecdote qui est à nouveau rapportée scientifiquement, c'est un soldat israélien qui fait son service militaire en tant que jeune et qui, à un moment, va voir ses supérieurs et dit « je ne peux plus, je veux arrêter ». Il dit « pourquoi ?» Parce que j'ai cette impression et je me vois étant, moi, un soldat syrien et je ne peux pas me battre contre mon propre peuple, alors que lui est israélien. Et donc, ils ont fait venir un panel d'experts, c'est l'armée quand même. Et ils auraient pu lui dire va voir un psychiatre et puis tu prends des cachets et puis ça ira mieux. Ils ont fait venir un panel d'experts, ils ont enquêté parce qu'il leur a donné des noms sur un village, sur des noms. Donc ils ont enquêté sur ce village qui a existé en Syrie, sur ce soldat qui a vraiment existé. Et ils ont vu qu'il avait ce problème de conscience, ce problème d'âme, on va dire. Et ils l'ont exempté du service militaire. À tel point, c'était fort chez lui, parce qu'il se retrouvait dans la vie de cette personne-là. Oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, comme on a choisi notre vie, votre âme connaît la route. Lorsqu'on a des choix difficiles à faire, il suffit d'écouter son cœur, en fait, d'écouter son âme. Parce que votre âme sait. Il faut suivre son intuition, il faut suivre ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Alors, pour ma part, je ne me rappelais pas de ma future vie, mais à 12 ans, j'ai dit à mes parents quelle serait ma vie. Je savais que j'allais rentrer à Air France, je savais que j'allais me marier avec un homme étranger, je savais que j'allais divorcer et me remarier, je savais que j'allais avoir des jumeaux et je savais que j'allais vivre à Montpellier. J'ai tout dit à mes parents à 12 ans. Donc, c'est quand même assez étrange. D'où ça vient? D'où ça sort? Donc, c'est bien qu'on a choisi notre vie avant, puisque je connaissais tout. C'est ça. Et ça prouve que déjà à 12 ans, tu avais quand même ce don de médium, quelque part, sans le savoir. Voilà, disons que je vivais avec, mais que je ne savais pas ce que c'était, parce que mes parents n'y croyaient pas, ne connaissaient pas, et donc je n'ai pas du tout baigné là-dedans. Mon mari est quelqu'un de très cartésien, de scientifique, donc c'était pas question de commencer à parler médiumnité, voyance, et je te tire les cartes. Non, ça, c'est pas du tout chez moi. Donc, mais j'ai vécu avec, j'ai grandi avec. Mais on l'a tous. C'est ça qui est important. On l'a tous en nous. Après, plus ou moins, c'est comme un enfant à qui vous allez apprendre à jouer du piano. Il y en a un qui va très bien jouer au bout de 2 mois, et puis il y en a un autre qui aura un peu plus de mal. Mais au bout d'un moment, il va y arriver. Là, c'est pareil. Vous allez commencer, il y en a qui ont de très bonnes intuitions.
monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire. Le téléphone sonne. Ah, c'est maman. Ben voilà, on le sait. Et puis, il y en a d'autres, non, il n'y a même pas la moindre idée. Parce qu'il a mis une sonnerie personnalisée. C'est ça. Alors, on parlait de l'âme, du voyage de l'âme. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'expériences scientifiques et beaucoup d'instituts qui ont fait des milliers et des milliers d'études, notamment sur les études qu'on appelle de near-death experience, de mort imminente, c'est-à-dire qu'il a été constaté une mort clinique, la personne est morte cliniquement. Ça peut être pendant plusieurs minutes, ça peut être pendant plusieurs heures, ça peut être pendant un jour ou deux même, et finalement cette personne revient à la terre, revient à la surface, et elle va témoigner de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu. Et c'est intéressant parce que quand il s'agit d'une personne, bon, on se dit, ok, d'accord, c'est son délire à elle. Et puis lorsqu'on parle de milliers et de milliers de personnes, de livres entiers, de thèses entières qui ont été écrites là-dessus, ça devient un phénomène scientifique et a été scientifiquement approuvé. On a par exemple, dans les hôpitaux, certains hôpitaux américains notamment, mis au-dessus des tables d'opération, donc les néons qui sont au-dessus des tables, on a mis des dessins, des peintures en couleur. Et puis, quand les gens sont morts physiquement et leur âme s'est élevée au-dessus du corps, elle a vu les dessins, ce que personne ne peut voir, même les médecins qui sont en dessous de la table d'opération ne peuvent pas savoir c'est quoi ces dessins. Et elle va décrire ses peintures, elle va décrire les couleurs, elle va tout décrire, elle va aller dans les couloirs, elle va parler aux gens, elle va pas parler, mais elle va entendre les gens qui sont là, voir ce qu'ils disent et répéter après leurs paroles, pour montrer enfin que l'âme a voyagé en dehors du corps, elle est revenue. Alors, quand j'avais 23 ans, il m'est arrivé un petit phénomène. Je dormais. Et à un moment, je me suis retrouvée collée au plafond. Mais je m'en souviens comme si c'était hier de cette scène. Parce que j'avais peur, je pensais que j'étais morte. Et je voyais donc mon lit, je voyais ma couette, vraiment de haut, et je me voyais moi. Et j'ai eu très très peur, et j'ai dit, non mais me faites pas ça, moi je veux pas mourir, c'est pas le temps, c'est pas l'heure, c'est pas mon heure. Et j'étais en peur panique, et d'un coup, je suis rentrée dans mon corps. Et ça m'a vraiment terrorisée. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. J'en ai parlé, je suis allée voir le médecin. Et elle m'a dit, oh, mais c'est un rêve morphéique. Moi, je suis sûre que ce n'était pas un rêve morphéique. Il s'est passé quelque chose. Hein. Je ne savais pas quoi à l'époque. Maintenant, j'ai compris que votre âme peut voyager, effectivement. Et j'ai fait un test avec une amie, mais je ne lui ai pas dit. Elle venait d'emménager dans un nouvel appartement. Et je me suis dit, oh là, elle est au boulot, je vais aller voir comment c'est chez elle. Donc, je l'ai fait, j'ai trouvé l'immeuble, j'ai trouvé le nombre d'étages, j'ai trouvé le nombre de paliers, le nombre d'appartements, j'ai trouvé où était son appartement. Attends, je t'interromps. Tu dis que tu l'as fait, pas physiquement. Non. Non, c'est ça. Donc tu es resté chez toi, qu'on soit clair. Parce que, voilà, oui, excusez-moi, voilà. J'étais tranquillement assise sur mon fauteuil. D'accord, ok. Mais qu'est-ce que j'ai envoyé là-bas? Je pense ou mon corps éthérique ou mon âme, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je suis rentrée dans l'appartement, j'ai eu tout faux. C'est-à-dire que j'avais tout inversé. La cuisine, je l'avais vue à gauche alors qu'elle était à droite. Le salon, pareil. Et je n'ai pas compris. J'avais quand même tout bon sur le reste. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des lois divines. On n'a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça. C'est interdit. On n'a pas le droit d'aller fouiller dans la vie des gens. Et donc, j'apprenais. C'était le début pour moi. Donc, j'apprenais tout ça. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça que le médium peut voyager dans les vies antérieures, parce que on a cette faculté à aller voir ce qui se passe au-delà. Et c'est ça la médiumnité, c'est aller voir au-delà. Aller voir au-delà du visible ce qu'on y trouve. Et pour les défunts, ça s'est ouvert à moi grâce aux défunts. Il faut dire que j'avais peur de tout avant. J'avais même peur des mouches. Donc imaginez, lorsque j'ai vu un défunt pour la première fois dans mon salon, je suis tombée de mon tabouret quand même. C'était pas possible pour moi. Mon cerveau ne comprenait pas ça. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis en train de basculer parce que je vois des gens dans mon salon et j'entends les meubles bouger. Donc, c'était très compliqué pour moi puisque je ne connaissais pas. Et les premiers messages sont arrivés via les défunts. C'est-à-dire que je faisais
un vol, j'allais à Nice. Et le soir, j'étais dans mon lit. Et d'un coup, dans ma tête, et c'est là que lorsqu'on ne connaît pas, on se dit qu'on devient fou. Dans ma tête, j'entends « Il faut aider Sabine. Je suis la maman de Sabine, il faut aider Sabine. » Donc là, vous vous réveillez en sursaut en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On essaye de se rendormir et j'entends « Il faut aider Sabine. » Alors là, je dis « Madame, écoutez, je crois que je suis folle. Donc, si vous voulez que j'aide Sabine, il me faut des preuves. Donnez-moi 3 prénoms. » Et là, elle me donne Marie, Madeleine et Georges. Très bien. Plus rien, je me rendors. Et le lendemain matin, je vais voir ma collègue parce que Sabine était une des hôtesses de mon équipage, sauf que je n'avais pas travaillé avec elle, vu que moi j'étais en partie avant, elle était en partie arrière de l'avion, et donc on ne s'était pas croisés du tout, on n'avait pas échangé. Je prends mon courage à deux mains, je vais voir Sabine, et je lui dis « Tu as perdu ta maman ?» Et là, elle me dit « Oh, mais comment tu sais ça ?» Alors là, aller dire à quelqu'un « Voilà, ta mère est venue me voir cette nuit. » Et je lui expliquais « Bah oui, comme ça. » Je lui dis « Voilà, j'ai eu une voix dans ma tête. Et ta maman est venue me voir. » Donc là, j'ai vu son air en disant « La pauvre fille, elle est complètement folle. » Et je lui ai dit « Est-ce que tu connais Marie, Madeleine et Georges ?» Et là, elle me dit oh, « Ce sont mes 3 grands-parents décédés. » Et donc, j'ai compris. J'ai compris que c'était ça, que les défunts, donc il y avait quelque chose, ce n'était pas fini, l'ampoule n'avait pas claqué et c'était terminé. J'ai compris que non, ils étaient encore là. Et comme ils devaient se dire « Mais là, elle comprend toujours rien », j'ai eu vraiment des successions d'histoires avec des défunts. J'ai une très belle histoire avec un défunt. On t'écoute. On est tout oui sur les ondes d'IDFM. J'ai une amie qui me dit, voilà, demain, j'ai vu que tu étais en stage. Ça me revient. J'ai vu que tu étais en stage. Est-ce que tu voudrais venir après, on ira voir maman qui est à l'hôpital. Je dis, ah bon, t'as mis maman à l'hôpital qu'est-ce qui lui arrive? Oh oui, elle a une grosse gastro et tout, je peux plus la garder. Donc, ça serait bien si on allait la voir. J'ai fait, tu sais, Gaëlle, je verrai, mais ta maman est fragile, tout ça. On verra d'ici là. Elle me fait, mais attends, comment ça on verra d'ici là, c'est juste une gastro. Je dis, oui, mais bon, il n'y en a plus pour longtemps. Elle me dit, non, mais tu te rends compte ce que tu me dis? Tu me dis là qu'il n'y en a plus pour longtemps? Elle me dit combien? Je dis, ah non, ça, je lui dis, tu sais, moi, je ne suis pas voyante, je ne sais pas. Et là, ça sort tout seul, entre 8 et 12 jours. Elle dit, quoi? Entre 8 et 12 jours? Tu m'annonces que ma mère va mourir entre 8 et 12 jours? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, ben, je sais pas, voilà, bon, elle était chamboulée, on raccroche. Et puis, on avait nos plannings en commun, puisqu'elle est navigante aussi. Donc, je regardais son planning, et là, je vois qu'elle avait pris 3 semaines sans solde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis mis une pression, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais on ne sait pas, ça sort tout seul. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et on arrive au jour 8, et j'étais en stage. Et donc, elle m'appelle, elle fait, bon, alors, après ton stage, tu viens demain? Je lui dis, bah, écoute, oui, pourquoi pas? Je lui dis, ta mère, ça va? Elle me dit, oh, c'est tout doux, tout doux. D'accord. À demain, à demain. Et dans la nuit, à 2h30 du matin, j'entends, il faut aller voir la maman de Gaëlle. Donc là, on ouvre les yeux. Comment ça? Oui, il faut aller voir la maman de Gaëlle. Et là, je dis, à qui je parle? Bah oui, mais il est juste 2h30 du matin. Je ne sais pas où elle est hospitalisée et je ne me vois pas débarquer à 2h30 du matin. Comme ça, c'est pas possible. Et là, je me vois devant un hôpital. Donc, je comprends que ce n'est pas mon corps physique qui doit aller. C'est ce corps éthérique ou cette âme. Donc là, je me vois à l'hôpital. Je rentre à l'hôpital. Je rentre dans une chambre. Je vois une femme. Je lui tiens la main et je lui dis, tout ça dans mon lit, et je lui dis, vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez partir de l'autre côté. Soyez sereine. Et elle me dit, mais comment va faire Gaëlle? Ne vous inquiétez pas pour Gaëlle. Gaëlle est fille unique. Ça va aller pour elle, elle a son mari, etc. Ça va aller. Et puis l'heure passe, 3h, 3h15, 3h30. Et là, je dis, écoutez les gars, c'est simple, mais moi, il faut que je me lève tout à l'heure pour aller en stage. Donc là, voilà. Et d'un coup, je me sens comme déconnectée. Je m'endors tout de suite. Très bien. Mon réveil sonne à 6h.
j'ouvre mon portable et là, je vois « Bonjour Claudia, maman est décédée cette nuit à 3h30 du matin. On ne pourra pas se voir après ton stage. » Donc, j'avais les poils dressés. C'était vraiment c'était un choc, hein, même si je savais. Mais ça a été quand même quelque chose de violent pour moi. Et puis, après mon stage, Gaëlle m'appelle. Elle me dit « Écoute, voilà, maman voulait être incinérée. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me recueillir sur sa tombe. Et je ne sais pas où l'enterrer. Est-ce que tu peux voir ça avec elle ?» Gaëlle habite à Montmorency. Et là, je me connecte à sa maman et elle me montre de l'herbe. C'est-à-dire que sa maman ne parlait pas. Elle me montre de l'herbe et là, elle sort une pancarte et c'est écrit « Honfleur ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Gaëlle m'appelle, elle me dit « Alors, t'as une réponse ?» Je dis « Écoute, c'est peut-être une bêtise, hein, mais je vois de l'herbe et j'ai vu « Honfleur ». Et elle me dit « Oh, Honfleur !» Elle me dit « C'est là que mes parents ont tous leurs souvenirs de jeunesse. Mes parents ont acheté leur premier bateau à Honfleur et je voulais enterrer ma mère à 25 km d'Honfleur, à la campagne, mais je ne voulais pas t'influencer. » Extraordinaire, très émouvant comme histoire. Très émouvant, oui, tout à fait. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on voit que en fait, les défunts, les morts sont toujours présents et sont toujours là et peuvent influencer, peuvent parler aux gens qui sont encore sur cette terre. Et donc, elles peuvent voir des choses et parler. Le Talmud, pour revenir à ça, est plein d'histoires comme cela. Et non seulement le Talmud, mais les témoignages d'aujourd'hui, d'années passées, sont remplis dans les textes de personnes qui reviennent soit en rêve, soit parce que les personnes qui reviennent en rêve, il y en a énormément, et qui permettent donc de passer des messages de choses qu'ils n'ont pas encore accomplies, qu'ils n'ont pas fait dans cette vie, ou de choses qu'ils voudraient faire. Ça arrive énormément. Alors, par rapport aux rêves, on dit que lorsqu'on va rencontrer nos défunts, on fait des songes. Ce n'est pas la même chose. C'est comme si que votre âme, dans la nuit, s'élevait et que votre défunt vous rencontrait sur un autre plan. Vous savez que tout est vibration, tout est énergie, et qu'en fait, nos défunts, ils sont pas loin, ils sont juste à côté. Mais pour eux, ça je le vois en médiumnité, c'est très compliqué de se matérialiser. Donc, la nuit, on se retrouve au même plan, puisque nous, on s'élève, et là, ils peuvent nous transmettre des messages, et des fois, on a même des rêves où ils nous touchent, et on a l'impression, quand on se réveille le matin, que ça a été tellement réel. C'était là, c'était vrai. Et c'est vraiment c'est différent du rêve classique où des fois ça n'a ni queue ni tête et dont on ne se souvient pas. Alors qu'avec les défunts, c'est presque marqué dans la matière, tellement c'est réel. C'est ça. C'est intéressant parce que, par exemple, quand on se réveille, nous, on doit dire une phrase de gratitude, une phrase de remerciement. Et cette phrase, elle dit je te remercie, mon Créateur, je te remercie de m'avoir rendu mon âme qui est sortie de mon corps pendant la nuit. Donc, que cette âme-là est revenue parce qu'elle est allée en haut à faire une certaine réparation ou prendre une certaine mission pour la journée qui vient, ou qu'elle a rencontré des personnes disparues. Et c'est ainsi qu'on explique les rêves avec les personnes disparues qui viennent, parce qu'on se rencontre sur ce même plateau, comme tu l'as dit. Ça se recoupe tout à fait en tout cas. Et par rapport aux expériences de mort imminente, moi je n'en ai pas eu, mais par contre, j'ai été opérée. Quand tout ça a commencé à se mettre en place, à s'ouvrir, j'ai eu une intervention chirurgicale. Et bon, je ne suis pas du genre à stresser, donc j'y suis allée assez sereine. Et juste la veille, on m'offre un livre sur les anges. Je n'y connaissais pas grand-chose. Et je dis, tiens, je vais regarder un petit peu, ça m'occupait sur mon lit d'hôpital. Et je vois l'ange Raphaël, et je vois que c'est l'ange de la guérison. Alors le soir, j'ai commencé comme ça à invoquer ange Raphaël, aide-moi pour cette intervention. Et ça a été une expérience aussi incroyable. C'est-à-dire que l'infirmière est venue me chercher, on est venu me chercher. Je n'ai même pas réalisé que j'étais descendue au bloc.
Et ce qui était très curieux, c'est que je crois que j'ai rêvé. Et je me suis vue dans un tunnel de lumière et j'ai vu tous mes défunts. Toutes les personnes proches de moi, je les ai vues durant cette intervention. Bon, c'était bizarre. À mon réveil, j'étais bien. Je me suis levée tout de suite, je ne devais pas me lever. Et ce qui est étrange, c'est que je devais rester 5 jours et je suis sortie le 3e jour. Mon chirurgien n'avait jamais vu ça. Comment j'ai pu récupérer aussi vite? Le 3e jour, il arrivait, j'étais prête avec mon sac et tout. Il me dit, mais vous allez où là? Je dis, ça y est, je rentre chez moi. Et il me dit, vous savez quoi? Il me dit, j'ai pris vos papiers de sortie. Il me dit, je me suis doutée. Parce que je vous ai vu aller trop bien dès le départ. Il y avait un truc. Et c'était quand même une expérience marquante. Oui, parce qu'en fait, tous les témoignages de mort imminente ou de mort clinique témoignent de cette lumière extraordinaire, de ce tunnel qu'ils voient, et des personnes disparues, des défunts qui sont là pour les accueillir lorsqu'ils arrivent. Et il y a tout un débat parfois il y a un débat quand ce n'est pas l'heure, entre les différentes personnes pour dire non, fais-le repartir ou fais-la repartir, elle n'a pas encore fini sa mission, ou bien on veut la garder ici. Et finalement, la personne repart ou reste. En tout cas, c'est fascinant parce que ces témoignages-là ont été faits par beaucoup de médecins, de psychiatres et d'expériences scientifiques et sont recoupés dans plusieurs livres, Life After Death, où il y en a plein, La vie après la vie, de Raymond Moody, docteur Raymond Moody aussi, qui était un des précurseurs. Et puis, il y en a plein d'autres qui ont récupérer ces témoignages aussi de choses qu'on passe toute sa vie en revue. Toute sa vie est passée comme une sorte de procès de ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal et de ce qui se passe en haut lorsqu'on en est dans ce départ-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai vu que j'étais capable de contacter un défunt, j'adorais ma grand-mère. Ma grand-mère m'a donné énormément d'amour de son vivant. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir ma grand-mère. Et là, j'ai été très étonnée parce que ma grand-mère m'a envoyée balader. Elle m'a dit, tu ne me déranges pas, moi je travaille. Je lui ai dit, mais comment ça, tu travailles? Elle m'a dit, oui, je travaille, je suis dans un hôpital et je m'occupe de femmes qui sont malades. C'était le début, je n'y connaissais rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je me suis dit, ça c'est mon mental, c'est pas possible. Et là, j'ai compris que ça ne pouvait pas être mon mental parce que mon mental aurait dit « Oh, mamie, ça fait tellement longtemps !» Mais non, pas du tout. Ma grand-mère m'a dit « Tu ne me déranges pas. C'est pas la peine de me déranger, de m'appeler pour rien. » Donc pour moi, c'était pas rien, c'était quand même énorme. Je pouvais connecter ma grand-mère. Et j'ai vu un film qui s'appelle « Nos Solars » et ça explique vraiment bien ce passage d'âme quand vous partez de l'autre côté. Et ce qui m'a étonnée, c'est que dans ce film, on vous montre que votre âme se détache, vous arrivez, vous passez le tunnel de lumière, et là, vous arrivez à l'hôpital. Donc, c'était quand même énorme. Ma grand-mère qui me parle d'hôpital, et ce film, ça vous montre que votre âme a besoin d'être réparée, des fois. Donc, on est dans un hôpital. Et ce qui est étrange, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai eu un consultant qui a perdu son papa. C'était très compliqué pour lui. Alors, il faut savoir que le médium fait des soins. On ne vient pas me voir pour parler d'un défunt. On en parle, mais si le défunt a envie. Parce que des fois, le défunt, il n'a pas envie. Donc là, ce monsieur venait pour un autre problème et on arrive au décès du papa. Et là, je vois son papa. Je le vois avec des plans d'architecte, avec une règle d'architecte. Et je lui dis, mais il était architecte? Et il me dit, pas du tout. Je dis, mais c'est bizarre parce qu'il me raconte qu'il est en train de travailler, il fait des hôpitaux, tout ça de l'autre côté. Et là, il dit, je vous ai piégé parce que mon père n'était pas architecte, mais il faisait les plans des maisons de nos amis. Et il adorait faire des maisons, il adorait faire les plans, et il se baladait toujours avec sa règle pour voir ce qu'il allait pouvoir concevoir. Donc c'était encore une preuve, pour lui en tout cas, qui n'y connaissait rien, que son papa était de l'autre côté, et ça l'a beaucoup aidé. De savoir que son père était toujours là, juste à côté, et non pas loin. Et que en fait, ces défunts, par rapport à ma grand-mère, je l'ai vu, ils sont pas loin, ils nous voient tout le temps, eux. Nous, ça nous manque, parce qu'on ne connaît pas.
Mais eux, ils sont à côté et ils voient ce qui se passe. En fait, à chaque fois qu'on pense à eux, c'est comme si on décrochait le portable et on disait tiens, je suis là. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire, je parle pour les gens qui ont perdu des êtres chers et qui n'arrivent pas à se détacher. Quand on retient un défunt comme ça, on va l'empêcher d'évoluer après. Parce qu'après ce tunnel de lumière, il y a encore un chemin qui se fait. Vous avancez sur votre chemin de vie, et bien de l'autre côté, la personne avance encore, elle aussi. Et quand on est dans ce chagrin, et c'est normal d'être dans le chagrin, on ne la lâche pas, on ne le laisse pas partir. Mais on peut être dans le chagrin, mais à un moment lui dire « Allez, va, envole-toi ». C'est pas parce qu'on va dire « Va, envole-toi » qu'on ne va plus aimer la personne. Et ça, c'est important, parce que sinon, on va les freiner dans leur évolution. Des âmes, des défunts, des contacts avec les défunts, de ne pas les déranger. Et c'est vrai que du point de vue thérapeutique, pour pouvoir faire son deuil, et à nouveau, je vais parler de ce qui se passe dans le judaïsme, on a des périodes. La première période, c'est celle de 7 jours, puis de 30 jours, et puis finalement de l'année, et de pouvoir petit à petit laisser partir la personne pour pouvoir faire son deuil et se dire qu'elle est dans un monde meilleur aujourd'hui et elle a sa mission qui continue. Et nous pouvons aussi contribuer à son élévation. On fait ce que ça s'appelle une élévation d'âme en faisant des choses bénéfiques pour cette personne, au nom de cette personne. Et c'est très important donc de pouvoir être toujours dans ce positif, dans cette attitude positive par rapport à son deuil et non pas de perte. Oui, exactement. Alors, il faut savoir, un petit message, les défunts adorent les bougies. Et donc, leur allumer une petite bougie, eh bien, c'est comme si qu'on leur faisait un petit clin d'œil et qu'ils disent juste merci. Voilà, et puis on sait qu'on va se retrouver. On est juste à côté. Donc, c'est vraiment des beaux des messages d'espoir et d'amour, de lumière, parce que c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Le début d'un autre monde. C'est aussi extraordinaire parce que, par exemple, on allume pendant les 7 jours de deuil une bougie qui va rester allumée 24 heures sur 24. Donc, on a des grandes bougies énormes qui vont être allumées. Et il y en a qui allument chaque Shabbat, chaque vendredi soir, une bougie pour un défunt qui est parti. Ou chaque année, le jour anniversaire de la mort, on allume aussi une bougie. Et quand on va au cimetière sur la tombe, on a des bougies spéciales qui vont durer 24 heures, que l'on met. Il y a des petites cavités dans le tombeau pour mettre une bougie qu'on va allumer. Donc ça aussi, ça fait écho ce que tu viens de dire par rapport à ça. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et la flamme représente l'âme, en fait, puisqu'on est dans ce voyage de l'âme qu'on termine maintenant par cette émission. La flamme qui vacille, comme cette âme qui bouge, qui va, qui vient, et puis qui est du feu. Le feu qui est impalpable, mais qui est à la fois de la matière, mais impalpable. Et ça, c'est le symbole de la flamme, c'est ça. Et puis, au dernier sursaut, c'est cette bougie où il n'y a plus de cire, il n'y a plus de carburant, et qui va... finalement, on sait que avant la mort, la personne a un regain d'énergie, mais c'est la dernière flamme, le dernier souffle qui repart. Et malheureusement, on arrive à la fin de ce voyage de l'âme dans cette émission où je t'invite et je t'inviterai à revenir. Alors, Claudia, donc tu fais des soins énergétiques, Oui. Tu fais des soins pour ouvrir les capacités aussi. Tu fais également des ateliers, un atelier auquel j'ai assisté, extrêmement intéressant. Où est-ce que on peut te contacter? Est-ce que tu as un site? J'ai un site internet Voilà. qui s'appelle www.masalith.com et sinon Claudia Javot sur Facebook. Je réponds toujours aux mails. Je prends toujours le temps de répondre. Voilà, c'est très, très bien. Et puis sinon, les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter également. Je remettrai donc contact. Je recommande d'ailleurs aux personnes qui viennent me voir lorsque moi, je suis bloqué dans la thérapie que je peux leur donner. J'en ai recommandé plusieurs pour qu'elles viennent te voir et ça a été extrêmement efficace. Donc, je rappelle que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et que cette émission sera diffusée également sur YouTube. Merci beaucoup. Merci aussi à Philippe, à la technique et à très bientôt. Merci à tous.